nation synonymous with love and romance is struggling to cast off the shadow of the European debt crisis. President François Hollande is facing the tough task of leading his country and the European Union out of the dark woods of the Eurozone's debt quagmire. Join us this weekend as CCTV speaks with the French president to see how he weighs the pros and cons of the current challenges. Only on BizTalk. When François Hollande was elected French president, media labeled him a civilian president. But Hollande did not like this title at all. Not a tall man and a little bit chubby, Hollande did not care very much about his dress code. Before the presidential election last year, people said he was, quote, dressing like a pizza delivery boy because he was fond of riding across Paris on a three-wheel motorcycle. He also chose to commute by bicycle for many years. Some members in Hollande's Socialist Party worried that his image was more the one of a manager than a president. However, during the election campaign, this weakness became his advantage. Hollande likes to meet with ordinary people. He is regarded by many as an affable, moderate person. His quiet demeanors contrast sharply with the intensity and glamour of his former rival, Nicolas Sarkozy. Data shows that the Hollande family had a wealth of 1.17 million euros and was in debt of around 250,000 euros before the presidential election. Hollande held no stocks, no precious jewelry, nor any cars registered in his name. It is this ordinary persona which helped Hollande win the polls. But in order to run a country, he must also have extraordinary leadership skills. 奥朗德总统您好，非常感谢您接受我们的专访。Bonjour, monsieur. 我看到法国的媒体，包括西方媒体在描述您的时候，说您总把自己定位成一个普通人。Non, j'avais dans la campagne présidentielle dit que je voulais être un président normal, c'est-à-dire qui était capable de comprendre et de vivre autant qu'il est possible comme chaque Français. 虽然当了法国总统以后，还把自己定义成一个普通人，这句话该怎么理解？ Que je n'avais pas à avoir un privilège en particulier, que je ne devais pas me comporter comme si j'étais dans l'exception. C'est ça que je voulais dire. Mais pour avoir ce comportement, pour avoir cette image, faut-il aussi être pleinement président. Les Français, ils veulent un président qui puisse décider, agir, mais qui puisse le faire aussi sans qu'il soit besoin de se comporter comme un monarque. Donc c'est un principe démocratique, la présidence normale. Mais la situation, elle est exceptionnelle. L'Europe vit une crise depuis maintenant 5 ans. Il y a un chômage qui atteint plus de 10% de la population. Donc ce qu'on doit faire à la tête de l'État aujourd'hui, c'est des politiques exceptionnelles. Même si on doit le faire normalement, si je voulais prendre un autre mot que normalement, je dirais démocratiquement. Thanks to popular support, François Hollande won the presidential race and moved into the Élysée Palace. The hail of applause was accompanied by harsh criticism. Before taking office as president, Hollande has never held any national government office. Placed suddenly under the spotlight, Hollande could not avoid scoff from the tabloid press. Just hours after his inauguration ceremony, President Hollande flew to Germany to meet with German Chancellor Angela Merkel. While the two leaders walked down the red carpet, Hollande appeared so nervous that he nearly walked out of the carpet and got into Merkel's way. Shortly after, media published a picture in which Hollande looked at his watch with the dial plate on the opposite side. However, these were just trivial troubles for Hollande.
The real headache was his controversial proposals to give up on austerity measures and a 75% top tax rate on the wealthy. Some worried that getting rid of the austerity policy might trigger the collapse of the Eurozone's entire bailout system. Just one day after Hollande's election victory, The Economist commented that he is hostile to reform and is rather dangerous. The proposed higher tax on the rich was widely criticized, and opponents and some media even called Hollande the leader of the Robin Hood gang. Despite this criticism, Hollande appeared calm. Last February, during a speech, a woman rushed onto the stage and threw a bag of powder at Hollande. Despite the shock, he kept his cool. He jokingly said afterwards he would not change his security guards simply because it was a, quote, professional risk. 西方政治家总会在媒体上成为头版头条的主角，而且经常会媒体用他们的方式来解读政治家。比如说我手里的这张照片，我不知道您见过没有啊？这张照片在这个互联网上传播的很多，很多人说这个奥朗德总统在干嘛呀？啊，您能不能给我们解释解释这张照片这个背后的故事？ Je pense qu'avec les médias, il faut leur laisser de la liberté. C'est pas facile de vivre avec la liberté. Elle peut se faire au détriment de la compréhension même des événements. Il peut y avoir même une part injuste. Une photo, elle est prise sans que j'ai pu poser. Mais ma montre, quelquefois, elle peut tourner. Mais ce qui compte, c'est d'être toujours à la bonne heure. Et ce serait une faute de vouloir penser que ce sont les médias qui empêchent l'action. Les médias compliquent. Les médias, parfois, dénaturent l'action, n'empêchent jamais l'action. Et que les citoyens peuvent être influencés par les médias. Mais à la fin d'une période politique, les citoyens regardent s'il y a eu des résultats ou s'il n'y en a pas. Et ce n'est pas le résultat des ventes des journaux qu'ils regardent, c'est le résultat pour leur niveau de vie, pour leur pouvoir d'achat, pour leurs enfants. Ce sont les seuls résultats qui comptent. 我们这两天又看到一些关于您的报道，关于法国经济和目前政府表现的报道，说现在法国的媒体啊，对于您这一届政府的很多这个描写非常的极端，但也有一些文章说呢，说其实应该给奥朗德的领导的政府更多的时间。您觉得法国媒体对您的很多描述跟报道当中有哪些误解是最深的？哪些误解是最不应该发生的误解？ Les médias sont des entreprises qui veulent vendre des journaux. Donc la hiérarchie de l'information est aussi une hiérarchie commerciale. Et je ne blâme pas ce fait. Les médias ne sont pas le journal officiel de la République française, avec ma photo officielle. Heureusement que cette période-là, si tant est qu'elle ait existé, est révolue. Parfois, moi aussi, je peux me plaindre de ces excès, parfois de cette violence, y compris lorsqu'il y a des caricatures par rapport à l'action que je conduis, ou même à ma personne. Mais je m'en amuse. Vous savez, je suis dans la politique depuis 30 ans. Si j'avais espéré que les médias m'élisent président de la République, je serais encore en train de lire les journaux. Ceux qui font l'histoire, ceux qui font l'action, la politique de leur pays, ce ne sont pas ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont dans la décision. Et il faut toujours faire cette part des choses. Les médias, leur devoir, c'est leur honneur, c'est de faire du commentaire. Moi, mon devoir, mon honneur, c'est de transformer mon pays. Compared with former President Nicolas Sarkozy, who was known for his strong personality, Hollande's softness has attracted many voters who were eager for real change. Hollande therefore came up with a slogan similar to Barack Obama during his own election campaign, which is Change Now. Le changement, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dimanche. Le changement que nous attendons, le changement que nous espérons, le changement que nous voulons pour la République.
et pour la France. Merci, merci à tous. Hollande's determination to reform is strong, but the headwinds were much fiercer than he had first imagined. Although Hollande pledged to resist austerity measures during the election campaign, Hollande's administration is actually cutting expenditures. When he called for a 75% tax rate imposed on the super-rich, many celebrities threatened to immigrate. In the end, the tax proposal was rejected by the country's highest court. The biggest problem for Hollande, though, is the domestic economy. Data shows that the economic growth rate of France slowed to a sluggish 0.1% in 2012, while public debt climbed as high as 1.8 trillion euros last year, hitting 90% of the country's GDP, while unemployment stood at over 10% last year also. Consequently, a poll by Le Figaro showed that the approval rating of François Hollande has slid to 30%. The president's road to reform looks rocky. 您的一张官方照片。我在看这张照片的时候，看到您这张照片的时候，我感觉我看到的是一张改革者的面孔。但是这个改革呢，有的时候很困难，因为它触动了利益。很多既得利益者呢，会让这个改革变得很难。您自己对改革的理解是什么？ La réforme, elle est toujours difficile, puisque nous changeons des habitudes, nous mettons en cause des situations, nous prenons à certains pour donner à d'autres. C'est toujours difficile. Ce qu'il faut, c'est que ce soit utile. Et donc, tout l'enjeu de ma présidence, c'est de faire les réformes tout de suite, pour la compétitivité, pour l'emploi, pour réduire nos déficits budgétaires, pour que les Français aient de l'espoir. Le problème aujourd'hui, c'est que les populations en Europe n'ont plus l'espoir de vivre mieux. En Chine, on a l'espoir de vivre mieux, parce qu'on sait d'où on vient. En France et en Europe, il y a une crise qui a été tellement longue que l'on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir vivre mieux? Alors, ma responsabilité en France et en Europe, c'est de faire des réformes pour qu'on retrouve la croissance, la confiance et la prospérité. Mais là, il y a beaucoup de doutes, et c'est pourquoi nous sommes liés les uns les autres. Les Chinois, vous pouvez regarder les Européens comme étant en difficulté, mais si demain l'Europe ne s'est pas redressée, alors la Chine ne pourra pas se réveiller complètement. 在您推行的这一系列改革当中，您觉得最重要的是哪些？最困难的又是哪一个？ Nous avons deux réformes difficiles en France. La première, nous l'avons engagée, c'est améliorer la compétitivité de nos entreprises, être plus performants, avoir plus de technologie et avoir une vie au travail qui puisse être plus souple et en même temps plus protectrice, parce que nous avons trop de chômage en France et en Europe. Et la deuxième réforme, c'est celle des retraites, c'est-à-dire l'allongement de la vie qui fait que nous sommes amenés à demander à nos compatriotes qui sont plus âgés, soit de retarder le moment de leur départ, soit d'avoir moins de revenus qu'ils n'avaient imaginé en disposer. C'est une réforme de solidarité dans les deux cas. Solidarité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Et il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient au travail. Solidarité entre une génération, la génération qui part à la retraite, qui est plus âgée, et la génération qui travaille. En France, nous sommes très attachés à cette notion de solidarité entre les catégories sociales, entre les générations. On April 25th of this year, French President François Hollande arrived in Beijing for his first visit to China. The 37-hour visit has grasped a lot of media attention around the world. Martine Aubry, the French Foreign Ministry's special representative in China, said there's always a special relationship between France and China. China considers France as a cultural nation, while France regards China as a country with a great civilization. The first impression that the French people have of China dates back to as early as the 13th century, when a French writer described in his travelogue the Silk Nation as China. In the centuries following, the Chinese culture has also inspired the French culture.
Rococo, an art popular in the 18th century France and across Europe, was influenced by Chinese flavor. Some even called it the Chinese pattern. At that time, French apparel and home decoration often featured Chinese traditional elements. In modern times, the contact between China and France gets even closer. In 1964, under the administration of Charles de Gaulle, France became the first Western country to recognize the People's Republic of China. In the following decades, Sino-French relationship was flourishing, especially in the cultural sector. Gustave Flaubert, Victor Hugo, Balzac, Stendhal, and Maupassant have all become household names among Chinese intellectuals and inspired them generation after generation. Currently, France is China's fourth largest trading partner in the European Union and the second largest source of technology. China is France's biggest trading partner in Asia and the second biggest source of imports. On his trip to China, Hollande has brought with him a large group of businessmen and women, taking away multi-billion-dollar deals, including a nearly $8 billion worth of Airbus orders. 总统阁下这次来中国访问，最想带回巴黎的是哪些？ Je ne veux pas ramener des contrats ou donner le sentiment que je viens faire des affaires. Je viens ramener la preuve de l'amitié entre la France et la Chine. Et les contacts que j'ai eus tout au long de la journée d'hier me confirment que la France, elle compte en Chine moins par son économie, même si elle est présente avec des entreprises, que par sa culture. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que le président chinois m'a dit qu'il avait lu Flaubert quand il était jeune étudiant, qu'il avait lu Victor Hugo, ce qui prouve qu'il y a une place ici en Chine pour la France, ce qu'elle représente au plan politique et culturel. 我想，但是总统阁下，您可能觉得，希望中国人提到法国时候联想到的不仅仅是这些奢侈品牌，是这些艺术文化历史，还有一些其他的，更重要的信息，您想传递给中国的电视观众，是吧？ Il y a 40 ans, un président français qui s'appelait Georges Pompidou se moquait de l'image que la France pouvait donner de ses produits, en disant le luxe, la gastronomie, le tourisme, ce ne sont pas des principes suffisamment forts pour une économie. Il avait, pour une part, raison. L'économie, c'est produire aussi des machines, des centrales nucléaires, des avions, de la haute technologie, des produits numériques. Et en même temps, il ne menait pas forcément jusqu'au bout sa réflexion. Parce qu'un pays, il existe aussi par ce qui le caractérise le plus, c'est-à-dire le raffinement, la qualité, le bien-être, le fait qu'on fasse ce qui est le produit du rêve. Le luxe, ce n'est pas simplement l'accès pour une petite partie de la population, c'est le rêve que l'on peut un jour accéder à ces modes de vie ou à ces produits. Donc la France, c'est les deux. C'est à la fois une très grande technologie. Ici, par exemple, en Chine, nous sommes associés pour tout ce qui va de la construction des centrales nucléaires jusqu'au retraitement des déchets. La France, c'est la haute technologie, des chercheurs de très haut niveau, des prix Nobel. La France, c'est aussi des trains qui vont à très grande vitesse. La France, c'est une industrie extrêmement performante pour le numérique. Mais la France, c'est aussi l'agroalimentaire. On voudrait être plus présent encore en Chine que nous ne le sommes. C'est les parfums, c'est la haute couture. C'est ça la France, c'est cette capacité à pouvoir être en avance sur les idées, en avance sur les produits, en avance sur les modes de vie. 因为您这次访问中国啊，正好赶上很多西方的投资者对中国经济呢有一些唱空。作为一位西方大国的元首，您对当下以及未来的中国经济有信心吗？ Je ne doute pas de l'économie chinoise. Elle a fait en 30 ans une mutation que aucun pays, et a fortiori aucun grand pays, n'avait été capable d'accomplir. Ça restera historique dans l'humanité. Alors il peut y avoir une question, est-ce que ça peut durer? Est-ce que le miracle chinois peut encore se
poursuivre? Ma réponse est oui, parce que vous êtes un pays continent, 1,3 milliard d'habitants, dont beaucoup n'ont pas encore accédé à des modes de consommation que vive une partie de la population. Est-ce que ça peut continuer? Oui, parce que vous avez fait des infrastructures, vous avez créé des villes et que vous voulez en faire des modèles pour la suite de votre développement. Est-ce que ça peut continuer sur le plan du développement durable, de l'environnement? Sans doute pas. Et donc, vous allez être obligé d'investir dans de nouvelles technologies plus économes de l'énergie, plus protectrices de l'environnement. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance aussi parce que vous avez maîtrisé votre système bancaire. Il n'a pas été touché par la crise de 2008. Ça va continuer parce que vous êtes capable aussi de redistribuer l'argent qui est créé. Et que le pouvoir a bien compris qu'il fallait qu'il y ait une consommation qui se diffuse et une meilleure protection sociale. Et c'est la raison pour laquelle j'incite les entreprises françaises à continuer à venir investir en Chine. Mais il y a une question qui est posée, c'est à la France ou à des pays européens, est-ce que la Chine ne va pas trop vite? Est-ce qu'elle ne va pas capter une partie de notre économie au détriment de l'emploi en Europe? Je ne le crois pas. Si nous avons des règles qui sont bien posées, de la réciprocité, du respect, alors il n'y aura pas de risque. Mais il y a toujours une peur quand un pays réussit aussi vite. Cette peur, elle est dans le pays. Est-ce que ça va pouvoir continuer? Elle est à l'extérieur du pays. Elle peut être en Europe. Est-ce que la Chine ne va pas devenir trop forte? Alors j'essaye, et c'est le sens de ce voyage, de lier l'Europe et la Chine. La Chine, elle a besoin d'une Europe qui aille mieux, qui ait plus de croissance, qui ait plus de confiance, qui ait plus de capitaux. Et la Chine, elle doit aussi être pour l'Europe un moteur. Donc elle doit accueillir aussi un certain nombre de produits qui permettront à l'Europe d'être plus dynamique. France and Germany are seen as the locomotives for the European economy. Everyone believes that only by the joint efforts of these two core countries can the Eurozone debt crisis be solved. But when dealing with the crisis has challenged their very own interests, the two nations have taken different sides. France has proposed to replace austerity policies with stimulus measures, while Germany insists that austerity is the only way out of the current slump. Alors maintenant, Mme Merkel, elle va sans doute contester un certain nombre de choix que je présente. Mais c'est ça une négociation. Ce n'est pas l'Allemagne qui va décider pour l'ensemble de l'Europe. After taking office, Hollande immediately tried to mend the relationship with Germany. July 8, 2012 marked the 50th anniversary of the Élysée Treaty, which signaled the reconciliation between France and Germany, ending centuries of rivalry and confrontation between the two European giants. The friendship showcase between Hollande and Merkel on that celebration day could be watched on television screens around the world. French newspaper Le Monde commented that as the French economy at present lags behind Germany, the two countries need to revive the same spirit they shared when signing the reconciliation deals back in 1963. But some people are not so optimistic about the prospects for cooperation between the two countries. An essay published in the Financial Times stated that the European Union has reached the lowest point in the crisis. The illusion that the EU is steered by France and Germany has been debunked by the two economies' performances. It's actually not that hard to understand why the British media would comment like this. The relationship between Britain, France, and Germany is fairly subtle. Britain has joined the European Union for 40 years, but the divergence amongst EU members has become more and more fierce. Britain opposes the financial transaction tax, opposes the banking union, and has even said it was considering exiting the EU, which has prompted strong opposition from both France and Germany. Pays qui a une position qui devrait être privilégiée par rapport à d'autres. L'Europe, c'est un compromis. Chacun doit venir avec ses positions. Unity is what the EU needs in order to solve the current debt crisis. Therefore, Hollande has to be careful in handling the relations with both Germany and Britain. 我们再来说一说，法国和德国的关系。我这里准备了2张图片。第一张图片呢是您和默克尔总理，那个时候可能您刚刚当总统的时候，媒体说你们走路的时候
你把他都挤到红地毯外面去了，好像两个人距离不是特别的近啊。但是这张呢，你们俩感觉好像特别好，好像进入了一个非常甜蜜的一个蜜月期。我们想请教您，您觉得对于欧盟来说，德国应该扮演什么样的角色？法国又应该扮演什么样的角色？ L'Allemagne a fait ses réformes il y a des années et aujourd'hui elle est sûrement l'économie la plus prospère de l'Europe. Elle a aussi une population âgée et un taux de chômage plus faible que les autres. Et elle a réussi à équilibrer ses comptes publics, ses comptes budgétaires. Donc l'Allemagne est aujourd'hui moins touchée que les autres pays européens par la crise. Mais ce que j'explique à Mme Merkel, c'est que nous devons stabiliser la zone euro ensemble, c'est-à-dire faire que cette zone euro, avec une monnaie unique, puisse être solidaire, et elle l'a accepté pour la Grèce, pour l'Espagne, pour l'Italie, même pour Chypre. Et donc nous avons trouvé le compromis. Et maintenant, nous travaillons à mettre plus de croissance. J'essaie de la convaincre que nous devons réduire nos déficits publics pour les pays qui se sont laissés aller ces dernières années, mais à faire avec le bon rythme pour que nous ne puissions pas tuer la croissance qui peut aujourd'hui renaître. Donc c'est une discussion qui n'est pas toujours facile, mais qui se termine toujours de la même manière. Vous savez, c'est comme les films. Au début, on pense que ça va être difficile, et puis à la fin, ça se termine toujours bien. 法国和英国的关系呢，您怎么看？因为这一段时间以来，英国方面有不少关于欧盟的一些负面的言论，经常制造新闻。Oui, le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro et ne veut pas y accéder. Le Royaume-Uni veut même se mettre un peu de côté par rapport à l'Europe. C'est son choix. Et c'est un pays souverain. Il peut en décider. Donc, ce que je demande à l'Angleterre, c'est de ne pas empêcher la zone euro et l'Europe d'aller plus vite sur le chemin de l'Union. En revanche, j'ai de très bons rapports avec les dirigeants britanniques sur les questions internationales, sur les questions de lutte contre le terrorisme, de sécurité, ou par rapport à la Syrie, que nous ne pouvons pas laisser comme ça éclater ou dériver vers une violence et une barbarie. Donc, je respecte le Royaume-Uni, j'ai de bons rapports avec ses dirigeants pour les relations internationales, mais sur l'Europe, je dis à nos amis britanniques, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut être les deux pieds quelque part, sinon on tombe.